10 avril 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations comme d'habitude. Vous êtes bien sur Gandhi Malian TV. Comme d'habitude, nous recevons Michael. Michael depuis Moscou. Dans le cadre de l'émission intitulée Le mot de Michael. C'est une émission qui nous permet d'acquérir le point de vue de notre confrère, notre collègue, Michael depuis la Russie, depuis Moscou. Nous avons notre point de vue sur certaines questions à partir de l'Afrique. Il est aussi important pour nous de connaître le point de vue des analystes, des journalistes de nos pays, des pays alliés qui sont sincères, qui nous accompagnent, qui nous aident dans le cadre de cette guerre de libération. Parce qu'ensemble, la Russie et puis les pays de l'Est, ce que nous avons en commun, c'est vouloir se libérer de l'impérialisme barbare qui vise à assujettir tous nos peuples et tous nos pays. Peuple d'Afrique, une fois de plus ensemble, nous disons merci et bienvenue à Michael. Michael, nous sommes en direct avec vous depuis Moscou. Votre bonjour au public qui nous écoute. Alors Michael est là avec nous. Bonjour général, bonjour cher public du Petit Lien. Oui, je suis avec vous. Allez-y. Donc, bonjour cher général, bonjour cher public du Gandhi Malien TV et bonjour tout le monde qui nous écoute en Afrique et partout dans le monde et qui partage les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet euh, intéressant, assez piquant et très pertinent. Euh, Moi, je vais essayer de vous expliquer la position de la Russie sur ce sujet et donner mon opinion en tant que journaliste et analyste depuis Russie. Et comme toujours, ce sera un grand plaisir pour moi de le faire. Michael, merci beaucoup. Euh, les- Nous serons heureux si vous rehaussez davantage votre voix face peut-être au micro pour qu'on puisse vous attendre. Vraiment, nous voulons bénéficier de votre expertise ou de votre analyse là-dessus. Vous l'avez si bien dit, vous avez peut-être ébauché. Les sujets d'aujourd'hui, ça porte sur c'est quoi que ces bras de fer entre les pays de l'Est et leurs voisins, l'Algérie. Un bras de fer qui est parti d'un drone du Mali que l'Algérie a éliminé. Mais là où Alger dit que le drone a été abattu dans l'espace aérien algérien, les autorités du Mali ont avancé des preuves pour dire que le drone a bel et bien été abattu au-dessus de la localité de Tinzawaten, donc à 9 kilomètres, moins de 10 kilomètres de la frontière avec l'Algérie. Face à cela, le Mali et les pays de l'Est ont rappelé leurs ambassadeurs, ce que Alger aussi a fait. Et dorénavant, les espaces aériens sont en partie fermés. Miguel, la Russie est censée être partenaire à la fois du Mali et de l'Algérie, même si nous savons que le partenariat avec les pays de l'Est aujourd'hui a atteint un autre niveau. Parce qu'il y a des conseils militaires russes ici, les pays de l'Est travaillent sur beaucoup de fronts, même sur le front diplomatique. Il est important de souligner la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères du Mali qui a traité l'attitude de Zelensky et de sa bande d'actes terroristes. Face à cela, et face à une Algérie aussi qui se rapproche un peu des États-Unis, nous avons besoin de votre analyse. Comment voyez-vous la décision des trois pays de l'AES de rappeler à la fois leurs ambassadeurs de l'Algérie? Comment voyez-vous cette décision, Michael? Euh, Général, vous avez tout à fait raison. La Russie a de bonnes relations à la fois avec les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger,
et de l'autre côté, entretient de bonnes relations avec l'Algérie. Euh, Malheureusement, c'est pas pour la première fois qu'un conflit en bras de fer, comme vous avez mis ça, euh, arrive entre deux alliés de la Russie. On peut par exemple remonter à la situation au conflit à l'ouest de la République démocratique du Congo. Là, la Russie a à la fois de bonnes relations diplomatique et commerciale avec Rwanda. Et elle a également de bonnes relations et un accord militaire avec RDC. Dans de telles situations, et comme dans toutes les autres situations, bien sûr, la Russie n'ingère pas dans les relations entre deux parties et étant une partie tierce à cette situation, appelle toujours à une résolution pacifique, à maintenir la voie de diplomatie, la voie des négociations et résoudre de telles tensions via une conversation civilisée. Nous voyons la frappe sur le drone Bayraktar de fabrication turque qui a été lancé par les FAMA avec une opération de surveillance et reconnaissance dans la région. Une partie demande, affirme que ce drone a franchi la frontière entre les deux États et c'était la raison pour laquelle ce drone a été détruit. L'autre partie, la partie malienne, demande que c'était aérienne algérienne dans l'espace souverain aérien de son pays. Là, je crois que cette décision de convoquer les ambassadeurs pour les consultations hum, euh, pour Recording in les progress. consultations. On peut leur donner des instructions sur comment approcher ce sujet, mais je crois qu'il faut maintenir les relations diplomatiques. Il faut renvoyer, que ce soit du côté de l'Algérie, que ce soit du côté de la Confédération AES, remettre les ambassadeurs sur leur place après ces consultations pour trouver une solution à ce conflit, à cette situation, sans vraiment
escaler et détériorer les relations des deux parties parce que nous voyons depuis quelques années, les deux parties existent dans le contexte des relations euh, tenses, des relations un peu détériorées pour plusieurs raisons. Mais la Russie, dans cette situation, ne peut que vouloir résoudre ce conflit par la voie diplomatique. Même, peut-être, j'espère que le ministère russe des Affaires étrangères, qui n'a pas issu pour le moment le communiqué sur cette question, que notre ministère va peut-être proposer la médiation de cette situation, comme les deux parties sont de bons partenaires de la Fédération de la Russie. Ah oui, la Russie, si elle peut mener une médiation, d'accord. Mais sauf que là, Michael, nous sommes à un niveau où le Mali a décidé de porter plainte devant toutes les instances internationales possibles contre l'État algérien pour soutien au terrorisme. Pensez-vous, avec votre expérience, quelles sont les chances pour cette plainte d'aboutir? Et ça peut aboutir à quelle action concrètement? Une condamnation, une vague de sanctions, Général, ça peut aboutir à quoi? Vous me recevez, Michael? Ah, allô, Michael? Oui, Michael, vous êtes là avec nous? oui, je suis avec vous. Je disais, la médiation de la Russie, d'accord. Mais sauf que, pour le moment, le Mali a décidé de porter plainte devant toutes les instances internationales possibles. Maintenant, selon vous, suivant votre expérience et vos expertises, est-ce une telle plainte, quelles sont les chances que cette plainte aboutisse? Et même si cette plainte aboutit, quelles peuvent en être les conséquences? Est-ce simplement cette sanction médiatique contre l'Algérie, parce que dorénavant, l'Algérie serait vue comme un pays soutien du terrorisme, ou ça peut réellement conduire à des sanctions internationales contre l'Algérie? Ou, c'est-à-dire, à quoi pouvons-nous nous attendre après cette plainte du Mali devant les juridictions internationales contre l'État algérien pour soutien au terrorisme? À quoi pouvons-nous nous attendre? Je crois que pour cette plante qui est envisagée d'être portée devant les institutions internationales, peut-être l'ONU, peut-être d'autres organisations. Il faudra bien sûr mener une investigation sur ce qui s'est passé dans la région frontalière des deux pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons une certaine hum, potentialité des institutions internationales. On a vu la plainte du Mali qui a été portée contre l'Ukraine avec son ingérence dans les affaires intérieures du pays
et concernant le soutien de l'État ukrainien aux groupes terroristes dans la région du Sahel, et même vu que la Russie a maintenu cette plainte à l'ONU, elle n'a pas été traitée par l'Organisation des Nations Unies. Si nous prenons un autre conflit qui se déroule à l'est de la RDC qu'on a discuté il y a quelques émissions. Là, on a aussi évoqué la question des sanctions internationales. Malheureusement, cette communauté internationale dont on parle beaucoup et qui est plus ou moins le synonyme du monde occidental, hum, ça reste hors le cadre de leurs intérêts, ça ne les concerne pas. Ça se passe quelque part ailleurs, lointain, et ils ne sont vraiment pas investis dans la résolution de tels conflits, de telles situations. Malheureusement, en ce qui concerne hum, les instances internationales, je ne pense pas qu'il y aura une réaction qui va se manifester par des sanctions. Peut-être on va condamner l'agression de l'Algérie contre le drone malien. Peut-être on ne va pas le faire parce que, encore une fois, les instances internationales sont contrôlées par les puissances occidentales et en effet, leur réaction va dépendre des intérêts de ces puissances occidentales. Oui, mais Michael, si il ne faut pas s'attendre réellement à quelque chose au niveau de la communauté internationale, parce que si on vous suit bien, la fameuse devant les pardonnez, devant les instances, les institutions internationales, parce que ces institutions, selon vous, ne sont plus crédibles en tant que telles. Donc il ne faut pas s'attendre à grand chose. Le monde, nous savons que c'est un peu la loi de la jungle, hein, la loi du plus fort. Mais est-ce que le Mali et l'Algérie, si ça reste comme ça, qu'est-ce qui dit qu'on ne sera pas à l'abri du même problème demain? La Russie, en tant qu'allié du Mali et de l'Algérie, parce qu'à présent, 48% des armes importées par l'Algérie proviennent de la Russie. Nous savons que chaque année, ça diminue un peu en volume. Et les pays de l'Est sont en train de monter, d'augmenter. Quelle peut être la position de la Russie, selon vous, dans le cadre de cette crise entre le Mali et l'Algérie? Si nous envisageons considérable des tensions entre le Mali et l'Algérie, je crois que la Russie va faire tout son possible pour euh, désescaler, pour apaiser la situation, unir l'intermédiaire étant un bon partenaire à la fois pour l'Algérie et pour le Mali.
et elle va pouvoir résoudre ce conflit via la voie pacifique. Euh, je n'aimerais pas vraiment envisager une euh, détérioration considérable des relations parce que malheureusement, comme j'ai déjà dit ça, ces dernières années, on a vu de telles situations avec des conflits, des scandales entre les deux pays, le Mali et l'Algérie. Ça ne cesse euh, détériorer avec de tels conflits que nous avons vu il y a une semaine et de l'autre côté, avec le travail des diplomates des deux côtés, on arrive quand même à apaiser ces situations parce que jusqu'au présent, quand même, nous avons les ambassades de l'Algérie à Bamako et du Mali à Alger et surtout nous avons un consulat aussi, un consulat malien en Algérie et aussi nous avons un consulat algérien à Gao qui fonctionne jusqu'au présent, même vu ses relations, euh, hum, vu ses tensions. De toute façon, les deux pays, ils n'ont pas aucun autre voie que la conversation, que la résolution pacifique, parce que de toute façon, les deux États partagent une frontière très étendue, très longue, et vraiment la résolution de ces tensions pourra ouvrir la voie pour une coopération qui sera mutuellement bénéfique. Ça va dépendre des volontés des deux pays et bien sûr, s'il y a cette volonté, l'aide de la Russie en tant qu'intermédiaire dans l'amélioration des relations entre le Mali et l'Algérie. Les, les Mali acquis l'État algérien et peut-être derrière l'État algérien, c'est une alliance franco-algérienne qui est accusée contre les Mali. D'ailleurs, le Mali est clair. Le Mali parle du soutien aux terroristes de l'État algérien. À chaque attaque terroriste, sans doute, le Mali verra une main cachée de l'Algérie et voire de la France derrière. Si la Russie doit entamer une médiation, pensez-vous que la Russie a réellement une chance d'aboutir peut obtenir quelque chose? Parce que sans circonscrire cette question des terroristes, tant qu'il n'y a pas un état-major conjoint AES, Algérie, Russie, pour lutter contre les terroristes, tant qu'il n'y a pas de canaux qui sont réétablis, quelles sont les chances de la Russie d'aboutir à calmer la situation entre le Mali et l'Algérie, dans la mesure où nous savons que les terroristes sont encore actifs dans certaines zones? Oui, ça pose un grave problème
l'activité toujours existante des terroristes dans la région. Euh, Ces terroristes, ils sont effectivement actifs dans la région qui est riche en or, en gaz, en pétrole. Et ces terroristes sont prêts à vendre ces ressources, ces matières premières qu'ils volent du peuple malien à n'importe qui. C'est ça la vraie raison de cette activité toujours existante de ces terroristes dans la région. Euh, L'Algérie a essayé d'être partie de cette de résolution de ce conflit, de cette guerre des terroristes contre l'État malien avec l'accord d'Alger. Mais malheureusement, avec les tensions montantes entre les pouvoirs maliens et algériens, on a résilié cet accord. Je crois qu'il est le temps pour la Russie de proposer un format qui va intégrer les efforts du pouvoir officiel de la République du Mali avec euh, la participation de l'Algérie et comme ça avec peut-être une mission russe qui va surveiller et garantir le travail de cet état-major conjoint, comme vous l'avez dit dans votre question. Cela pourra mettre fin aux activités des terroristes et puis après la terminaison, après l'élimination de ces terroristes et extrémistes, il faudra penser à comment permettre l'exploitation raisonnable, l'exploitation bénéfique, bien sûr, à l'État malien de cette région et de ses ressources et peut-être une participation éventuelle des entreprises algériennes dans ce processus pourra apaiser les tensions entre deux États comme nous n'aurons plus la raison pour maintenir ces terroristes. Si nous avons éliminé les terroristes, si nous avons une convention sur comment fonctionne l'exploitation des ressources dans la région, dans le Sahara. Je crois que ça va juste terminer pour le bon
toutes les raisons possibles pour l'hostilité entre le Mali et l'Algérie. Michael, donc si moi je comprends bien, vous résumez ces bras de fer-là, à- en tout cas, pour vous, la solution, elle est d'ordre économique. Il faut permettre tout simplement l'exploitation des richesses au nord du Mali. C'est bien ça? Oui, parce que pour le moment, comment fonctionne l'économie, disons, l'économie des terroristes? Parce que de toute façon, il faut acheter des armes, des munitions, des produits alimentaires avec quelque chose. Donc, ces terroristes, ils font quoi? Ils exploitent illégalement les ressources du nord du Mali pour les vendre ailleurs. Et comme ça, assurer le financement de leurs activités. Si nous éliminons ces terroristes et si nous arrivons à un accord sur l'exploitation de ces ressources, je souligne ça encore une fois, dans l'intérêt du peuple malien, comme on le fait aujourd'hui sur les territoires contrôlés par le gouvernement malien, nous n'aurons juste pas des raisons pour il n'y aura pas de la base des raisons pour l'existence de ces terroristes. Si nous pouvons officiellement ouvrir des mines, ouvrir des sites industriels, sites d'exploitation de ces ressources, les exporter et les vendre officiellement en payant les taxes et les impôts dans le budget malien, dans l'ambiance de sécurité dans la région. Pourquoi avoir des terroristes? Il n'y aura plus besoin de ces terroristes. Oui, effectivement. Ces terroristes savent que si ces ressources-là sont exploitées, c'est leur disparition. Que vont-ils devenir après? C'est la question. Maintenant, pour les éliminer, est-ce euh, les terroristes qui sont présentés aujourd'hui par le Mali comme un outil, un instrument de propagande, un instrument de nuisance, un instrument géopolitique de l'Algérie pour faire mettre la zone de force sous son influence? Est-ce que Alger va accepter avec le Mali en commun accord de se débarrasser des terroristes, donc se débarrasser de se priver lui-même de son arme de nuisance contre le Mali? Est-ce que Alger va accepter de se débarrasser de ces terroristes? Je crois que oui, parce que ces terroristes, de toute façon, ils sont nuisibles à tout le monde. Euh, Comme par exemple, il y avait cette histoire l'automne de l'année passée quand un djihadiste, un terroriste a tué plusieurs touristes européennes dans une ville au sud de l'Algérie, là où on a la zone frontalière entre l'Algérie et le Mali. N'importe quel terroriste, n'importe quel djihadiste, n'importe quel extrémiste dans n'importe quel pays, que ce soit dans la région du Sahara, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Nigeria, donc partout dans le monde. Euh, on peut créer des terroristes, mais on ne peut pas les contrôler. Avec le temps,
ils vont échapper à votre contrôle, ils vont commencer à travailler contre vous, ils vont commencer à nuire à votre sécurité, à votre économie, à votre euh, hum, je ne sais pas, à votre propre population. On a vu ça plusieurs fois. Par exemple, les États-Unis qui ont créé Al-Qaïda, qui ont financé, qui ont donné des armements, des munitions dans les années 80, 90. Ils étaient des alliés cachés des États-Unis. Et puis, qu'est-ce que nous avons vu en septembre 2001? Plusieurs teracts, actes terroristes aux États-Unis dans lesquels les militants d'Al-Qaïda ont tué plusieurs milliers des citoyens américains et puis ils ont tourné les armements américains qui ont été livrés par les États-Unis contre les Américains, contre les bases militaires des Américains dans la région. C'est ça le seul issue de n'importe quelle coopération avec les terroristes. Et Algérie, pas autant que le Mali, mais elle commence à subir les conséquences de l'existence de ces terroristes dans la région. Donc, éliminer ces terroristes, se débarrasser de ces terroristes et commencer le commerce, commencer la coopération économique, ça, c'est dans le meilleur intérêt du Mali et de l'Algérie, à mon opinion. Parce que c'est toujours mieux de gagner de l'argent ensemble que de faire la guerre l'un contre l'autre. Mais, Michael, ceci entendu, mais la Russie, lors de la dernière conférence, vous et moi, nous avons d'ailleurs à en parler ici, l'État russe, à travers le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Sergei Lavrov, a promis de renforcer d'abord de façon bilatérale chaque pays de l'Est militairement et ensuite de renforcer aussi la force conjointe des trois pays de l'Est qui a été créée. S'agit-il de Effectivement. quel genre de renforcement? Est-ce renseignement, formation, équipement? Si tel est le cas, à quel type d'équipement pouvons-nous nous attendre? Euh, bon, effectivement, on a eu ces annonces pendant les consultations Russie-AES à Moscou, à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères. C'était aussi les ministres des trois pays, surtout le ministre nigérien des Affaires étrangères, qui a dit qu'ils sont intéressés par cela. Donc, ça va dépendre bien sûr des demandes des trois pays et des forces conjointes de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire de quel type désarmement ont-ils besoin? Euh,
Qu'est-ce qu'on va demander à la Russie d'exporter vers les pays de l'AES? On peut parler des AKM, les fusils Kalachnikov, c'est-à-dire des armements légers. Bien sûr, les trois pays de l'AES ont besoin des instruments de reconnaissance et de surveillance, c'est-à-dire des drones. Ils ont besoin aussi de l'expertise russe, sachant que sur les champs du conflit en Ukraine, on utilise des deux côtés les solutions les plus modernes de la guerre d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi la formation du personnel militaire, ce qui, à mon avis, est aussi une partie essentielle et intégrante de n'importe quelle exportation des armements parce que on peut exporter n'importe quel armement, mais si notre partenaire est allié, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, n'est pas familiarisé avec cet armement, il ne pourra pas le bien utiliser. Peut-être on parle aussi des armements lourds tels que euh, chars ou les lance-mines. Peut-être on parle des véhicules blindés à transportation du personnel militaire. On va voir ça dans les demandes de chaque pays de confédération et dans les demandes des forces conjointes de la confédération. Euh, on pourra parler aussi des biens d'aviation, des hélicoptères, des avions pour la transportation du personnel militaire des trois pays et de la Confédération. Mais encore une fois, ça va dépendre des demandes, des besoins des trois pays et des forces armées conjointes de la Confédération. Là, je crois qu'on va voir ce qui se passe en réalité seulement quand les forces armées du Sahel vont commencer à utiliser ces armements comme nous le comprenons très bien, ce type des accords, des marchés sont euh, très bien sécurisés et cachés de l'opinion publique pour ne pas nuire à, à la sécurité de l'acheteur et du vendeur. Oui, mais Michael, à ce rythme, au rythme où la confiance ne cesse de grandir entre la Russie et les pays de l'Est, pouvons-nous nous attendre à, à la technologie telle les Su-35
un jour que cette technologie pourrait être vendue ou donnée au pays de l'Est? Bien sûr, comme nous avons le constaté lors les consultations des ministres des Affaires étrangères à Moscou, nous entrons dans l'époque de la coopération stratégique dans le domaine militaire et de sécurité entre la Russie et les pays de l'AES. Euh, donc, pourquoi pas envoyer de tels armements, de tels avions à un partenaire stratégique, à un partenaire privilégié qui est la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ok. Miguel, cette émission touche à sa fin, mais nous avons une dernière question. Comment voyez-vous le futur des pays de l'Est et de l'Algérie? Si on se projette un peu dans l'avenir, comment voyez-vous une cohabitation possible ou vraiment une cohabitation très très difficile? Quelle est votre analyse là-dessus? Euh, Nous avons déjà touché sur ce sujet lors de notre émission. Euh, Bien sûr, je veux toujours être optimiste. Je vois qu'il est tout à fait possible. Ça sera pas simple, non, pas du tout, mais c'est possible de résoudre les tensions entre l'AES, le Mali en particulier, et l'Algérie et arriver à une cohabitation peut-être pas amicale, mais au moins à une cohabitation, à une coopération qui pourra être mutuellement bénéfique. Même encore une fois, ça va dépendre de volonté des deux parties, des deux pouvoirs. Vous pouvez le voyer très bien aujourd'hui avec les négociations entre la Russie et les États-Unis, entre le président Poutine et le président Trump. Juste il y a une année, il n'y avait pas d'un président d'une administration aux États-Unis qui a eu la volonté, le désir, la vision de cette coopération entre la Russie et les États-Unis. Ils étaient dans l'optique de confrontation de l'oppression de la Russie. Aujourd'hui, nous voyons l'ouverture de ce dialogue diplomatique avec à notre séance des pourparlers entre les représentants russes et américains aujourd'hui à Istanbul sur la réouverture des lignes aériennes directes entre la Russie et les États-Unis. Parce que aujourd'hui, les deux pays, les deux États sont dirigés par des leaders qui ont la vision de cette coopération. Les deux leaders aujourd'hui, le leader russe et le leader américain, ils comprennent que
qu'il n'est pas impératif d'être des amis, d'être des alliés, mais il est impératif de coopérer, d'exploiter au bien de ces peuples la potentialité de relations, la potentialité économique, la potentialité sociale, diplomatique. J'espère que dans cette situation des tensions, du bras de fer entre le Mali, l'AES et l'Algérie, nous allons voir tôt ou tard, mais mieux tôt que tard, euh, cette même volonté, quand les deux parties auront la vision pour la coopération, quand les deux parties vont comprendre qu'il est mieux de coopérer, qu'il n'est pas nécessaire d'être des amis, qu'il n'est pas nécessaire d'être des alliés, mais qu'il est nécessaire de coopérer, de vraiment exploiter, utiliser chaque pourcent du potentiel des relations pacifiques, des relations économiques. Cette fermeture de l'espace aérien entre le Mali et le Niger. Ça, par exemple, ça cesse la possibilité pour les citoyens des deux pays de se déplacer avec les compagnies aériennes des deux parties. Ça, c'est déjà nuisible à l'économie des deux pays. Donc, vraiment, j'espère qu'il y aura cette volonté pour la coopération des deux parties. Michael, nous arrivons à la fin de la présente émission. Nous serons heureux d'entendre votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil peut-être aux autorités de l'Est et puis aux autorités algériennes? Comme toujours, je ne peux que vous remercier de votre attention, de votre intérêt à l'analyse et l'opinion russe des situations partout dans le monde et notamment sur la situation entre l'AES, le Mali et le Niger, l'Algérie, excusez-moi. Euh, euh, Comme dans chaque conflit, étant le russe, je ne peux qu'appeler les deux parties à trouver un moyen à résoudre tous les différends par des négociations, par la conversation. Je ne peux que prier pour toutes les populations civiles qui sont impliquées dans ce conflit. Je ne peux que prier pour leur sécurité, pour leur santé et leur bien-être. Et je ne peux qu'espérer l'amélioration la plus vite possible de cette situation. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous, cher peuple du monde libre, cher peuple d'Afrique. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vous étiez nombreux à être en direct à suivre cette émission, Les mots de Michael. Euh, nous vous saluons et nous prions pour que nous puissions nous retrouver dans le cadre d'un prochain numéro.
Nous disons merci à Michael depuis Moscou. Vous avez été accompagné tout au long de cette émission par moi-même, le présentateur Issa Diawara. Merci, chaque jour est une chance et à la prochaine.